dans le banquet à la Renaissance, vous avez normalement une grande table en U. En général, les convives les plus ordinaires sont des deux côtés de la table. La table des personnes les plus importantes est en surélévation par rapport aux autres. À cette table, les convives sont que d'un seul côté. Ils n'ont jamais de face à face, les personnes les plus importantes n'ont jamais de personne en face d'eux. Et la personne la plus importante, donc dans le cas d'un mariage, la mariée, dans le cas d'un festin de couronnement, le souverain couronné, se trouve au centre et est recouvert d'un dais. Son siège est surmonté d'un dais qui le désigne comme la personne la plus importante. Donc les souverains ont personnellement au moins 5 ou 6, voire davantage, nefs, qui sont donc des pièces en forme de vaisseau, de navire, qui a donné son nom d'ailleurs à la vaisselle aujourd'hui. Et dans cette pièce en forme de vaisseau, qui est souvent en or ou en argent, on place le couvert du prince, donc le couteau, la fourchette et la cuillère. On place sa serviette individuelle et tous les contrepoisons et les épices. Cette pièce de vaisselle va disparaître au cours de la Renaissance pour être remplacée par une autre pièce de même usage, mais qui est très différente, qu'on va appeler le cadenas, qui tient son nom du fait que vous avez des petits boîtiers qui ferment à clé dans lesquels on met les épices. Sur la partie plateau, vous avez donc les couverts, donc le couteau, la fourchette et la cuillère recouverts de la serviette individuelle, d'où le nom qu'on donnera ensuite au couvert, c'est ce qui est recouvert de la serviette, parce que c'est couvert, voilà, tout simplement. Si le dignitaire a les épices enfermées, c'est par risque d'empoisonnement, surtout. Lui, il a aussi des couverts plus précieux. Les autres amènent leurs couverts avec eux. Donc sur la table, vous n'avez pas de couvert. Quand vous arrivez à la table du festin, vous n'avez pas de couvert. Chacun amène son couvert. Donc on amène, en général, peu souvent la cuillère, parce que dans les repas aristocratiques, il y a assez peu d'aliments du type soupe. Donc on apporte son couteau, qui est un couteau à pointe fine, qui sert simplement à piquer les aliments qui sont en morceaux, sont toujours prédécoupés, et la fourchette qui sert à piquer, au cours de la Renaissance, elle apparaît en France. C'est un objet qui nous vient d'Italie, qui sert surtout à piquer les fruits confits, pas seulement sur la table du repas, mais la table qui suit, il y a une pièce à côté où vous avez des aliments sucrés, donc sert à piquer les fruits confits. Donc ça, on l'a avec soi. Sur la table, vous avez pratiquement que des plats. Alors d'abord un tranchoir, parce que dans la grande partie de la Renaissance, on utilise le tranchoir, qui est une simple plaque de métal sur laquelle on va mettre les morceaux, on va prendre les morceaux d'un plat, les morceaux découpés, et on va les mettre sur son tranchoir. Soit, peu à peu, on va avoir des assiettes. Dans les repas aristocratiques, ce sont des assiettes en argent. Les assiettes en faïence n'arrivent que beaucoup plus tard sur les tables, en fait. Jusqu'à la Révolution française, on n'aura pas de service de boisson sur la table. Donc le service de boisson est sur un autre endroit où il y a un autre type de vaisselle, qui est la vaisselle d'apparat. Donc on a parlé de la vaisselle de dignité, vous avez la vaisselle de table, donc qui est très réduite, et vous avez la vaisselle d'apparat. Alors la vaisselle d'apparat, c'est la vaisselle d'ostentation. Ce buffet appartient obligatoirement au banquet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un banquet, on ne peut pas recevoir si on n'a pas son buffet. Et sur ce buffet, donc en d'escalier, vous avez le dernier degré. Sur le dernier degré, il y a le service de la boisson. Donc ce sont les serviteurs qui amènent aux convives du banquet la boisson. Ils l'amènent toujours en tenant la coupe par le pied, puisque toujours risque de poison, il ne faut pas que les doigts aient l'air d'être en contact avec la coupe qui contient le liquide. Au festin, la matière la plus noble pour boire, c'est le verre. Mais en dehors du festin, on peut boire encore dans des coupelles et dans des gobelets en grès, même dans l'aristocratie, parce que le grès, dit grès fabriqué dans le Beauvaisis, est une matière noble à la Renaissance. Mais peu à peu vont devenir à la mode les verres dits à la façon de Venise, qui ont ce qu'on appelle à la Renaissance une jambe, que nous on appelle un pied. Le repas devient un véritable spectacle auquel on va convier tous les publics. Ce rituel est constitué d'une série de personnages qu'on appelle des gentilshommes servants, qui sont des aristocrates, donc qui font le service l'épée à leur côté. C'est une charge rémunératrice pour eux. Ils sont commandés par un maître d'hôtel qui fait son office avec un bâton qui désigne sa charge, et il est suivi donc d'un certain nombre d'officiers, au premier rang desquels l'écuyer tranchant. Donc il y a aussi le panetier, les chansons, le fruitier. Alors l'écuyer tranchant, c'est le plus important, c'est lui qui va découper les viandes
il le découpe devant le prince. Donc, dans le banquet, il va y avoir la cérémonie du découpage, suivant des gestes très, très précis. Et il aura aussi un couteau plat à large lame qui va lui permettre de présenter les morceaux de viande au prince. Donc, le découpage est fait pour le prince, l'écuyer tranchant est au service du prince. Les autres convives voient arriver les plats déjà découpés, ils n'ont pas d'écuyer tranchant. Les plats arrivent par vagues, donc c'est ce qu'on appelle le service à la française. Donc, qui va s'opposer au service à la russe, c'est-à-dire les plats arrivant les uns après les autres. Là, les plats arrivent en vagues successives, vous avez tous les plats devant vous, et vous picorez en fait. Tous les plats ne vous arrivent pas devant vous, c'est pour ça qu'on en a une grande quantité souvent dans les services. Seule la personne la plus importante voit tous les plats arriver devant. Les autres mangent ce qui est devant eux. Il est malvenu de se lever et d'aller chercher dans un autre plat un peu plus loin ce qu'on désire. On passe d'une nourriture franchement médiévale à une nourriture qui va vers celle des temps modernes, c'est-à-dire l'apport des fruits et des légumes dans le repas aristocratique et la nouveauté du sucré. Et puis dans le rituel du repas, on passe d'un repas de type liturgique où tout est tourné vers Dieu, à un repas civil qui est une véritable théâtralisation de la personne royale. Donc tout est fait, tout le rituel à la fin de la Renaissance est fait autour du roi et autour du prince. C'est ce qui donnera l'étiquette de Louis XIV. Avoir des manières de table fait partie du raffinement de la table et quelque chose qui distingue l'aristocrate d'autres classes de la société, à tel point que cela va être largement critiqué. Et tout cela est lié évidemment au plaisir qu'on va peu à peu prendre à se nourrir. Ça ne va pas de soi. Aujourd'hui, ça semble évident de prendre plaisir à se nourrir, ça ne l'était pas. Au Moyen-Âge, c'était encore, même si vous faisiez des banquets, on se nourrissait, on mangeait pour se nourrir et pour se soigner. La nourriture était complètement liée à l'idée de diététique, on dirait de diététique aujourd'hui. Au cours de la Renaissance, le péché de gourmandise va être de plus en plus combattu et on va prendre plaisir à manger.